Pour moi, l'austérité, c'est une politique qui vise à transformer radicalement la nature de l'État. Entre autres, au Québec, on part en austérité comme on partirait, je sais pas, en guerre. Alors, l'austérité, pour moi, c'est d'abord un mode de vie rattaché à un dogme religieux. Donc, l'austérité, c'est quoi? C'est de savoir que ma réalité ne sera peut-être plus la même dans l'exercice de mes fonctions et aussi dans les moyens mis à ma disposition pour œuvrer comme prof, chargé de cours ou comme personnel gestionnaire. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, on ne sait pas trop comment ça arrive et on essaye d'en reconstruire un petit peu les raisons. Et puis... Mais ce faisant, ce cercle vicieux-là atrophie, diminue le rôle d'État. C'est comme une prophétie qui se réalise, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer à petit feu l'État à coup de boom économique, où on dit, bon, on va laisser l'entreprise privée faire ses affaires, on n'a pas besoin de trop la taxer. Et lorsqu'il y a d'austérité, il faut diminuer nos services parce qu'on ne peut pas se les payer, on est endetté, puis on ne peut pas augmenter nos revenus. C'est une idéologie qui va avec le capitalisme, qui marche avec. Ça paraît bizarre parce que le capitalisme, on se dit, bah oui, c'est d'engranger le plus d'argent possible. L'austérité, ça serait d'en dépenser le moins possible. Mais ça va bien ensemble, finalement. Alors, si l'austérité est un moyen de coercition idéologique, je pense que l'austérité est une grosse farce à laquelle on ne doit pas se laisser prendre. On ne saisit pas vraiment, en tout cas le citoyen lambda ne saisit pas vraiment les raisons pour lesquelles on part en austérité et pour lesquelles il faudrait avoir absolument le déficit zéro maintenant, immédiatement, alors que, bon, on sait que les pays autour de nous sont beaucoup plus endettés et que ça ne les empêche pas de faire fonctionner leur économie. Bon, je pense aux États-Unis, bien sûr, mais aussi à d'autres pays peut-être plus petits, plus proches de nous aussi. Il y a des alternatives fiscales dans le cas du Québec. Ces alternatives-là sont bien connues. Malheureusement, elles ne sont pas, je dirais, suffisamment discutées sur la place publique. On peut parler, par exemple, d'impôts plus progressifs chez les particuliers. On a juste 4 paliers d'imposition, on prend 10, des impôts et des ponctions plus, je dirais, généreuses sur les profits des institutions financières. L'austérité peut être bonne en soi dans la mesure où elle nous demande peut-être de réévaluer la réflexion que nous avons, la façon de faire que nous avons. Nous sommes dans une culture, nous sommes dans des habitudes. Bien, si nous avons à revoir notre approche, notre gestion de portefeuille, l'inconvénient, il n'est pas là, mais c'est plutôt à l'intérieur de cette approche, comment gérer les priorités et comment vouloir statuer sur ce qui est véritablement important, essentiel, de ce qui est peut-être moins laid. Il y a des façons d'aller chercher plus de revenus qui vont nous permettre justement de contrecarrer l'argument qui dit on a trop de dépenses. Si on n'a pas trop de dépenses, il nous manque de revenus. Donc allons chercher nos revenus. C'est une vision politique en fait. On se dit, ben là, il faut qu'on fasse les choses dans 3 ans pour notre élection. Donc, je pense que sur le plan politique, il faudrait vraiment qu'on arrête de penser à si court terme que ça. Il faudrait qu'on pense un petit peu plus à la population. Parce que la population ne change pas tous les 3 ans. Nous, on reste là. Et de l'ordre des services, mais aussi de l'emploi. Ça concerne tout un chacun dans la population, l'éducation. On est tous concernés. D'une part, il y a un aspect extrêmement paternaliste de dire que les citoyens ne sont pas en mesure de comprendre la complexité des enjeux. Bien sûr que si on a un système médiatique, bien sûr si on a un système d'éducation, on ne permet pas aux gens peut-être d'obtenir les outils pour comprendre ça adéquatement. On est face à un problème, mais on peut régler une partie du problème en amont. De l'autre côté, je pense que les citoyens voient assez bien, les conséquences néfastes de l'austérité. La compétence même à s'occuper d'un pays, pas juste gérer, à s'occuper d'un pays ou d'une province, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui soit au cœur et que ce soit le critère le plus important dans l'élection. Du coup,
ça donne encore plus d'importance à la participation citoyenne, encore plus d'importance au questionnement citoyen. Donc, est-ce qu'on doit tous s'intéresser au débat? Moi, je dirais que oui, même s'il est très compartimenté. C'est-à-dire que le débat que nous avons à l'égard de l'austérité en éducation n'est rien d'autre qu'un débat de société et non pas un débat strictement consacré ou voué aux universitaires, c'est-à-dire les profs, les chargés de cours, les étudiants. Donc, l'éducation, l'instruction est une base sociale qui doit interpeller l'ensemble de la société. Donc, quel que soit le procédé électoral démocratique, la responsabilité des citoyens, elle est pérenne et pas juste le jour des élections. Il y a l'obligation de discuter. Donc, faisons de cet espace public un espace de discussion qui mobilise les gens et qui aura comme conclusion de penser la situation, non pas strictement en économiste, non pas strictement en politicien, non pas strictement en étudiant qui aime et qui défend son université, mais qui, ensemble, tous ensemble, dans des intérêts généraux, disent au gouvernement, voilà, on est devant des choix très critiques, mais ne sacrifions pas le plus important, le lieu de la pensée qui nous amène quelque part. Étant donné la force de notre opposant, les moyens qu'il utilise, qui sont souvent des moyens soit de violence symbolique ou même de violence réelle, dire que dans notre cas, ceux qui veulent lutter contre ces gens-là n'ont pas le droit de faire des manifestations, n'ont pas le droit de faire la grève, n'ont pas le droit de faire des actions qui vont peut-être contribuer à entraîner baisse d'efficacité économique de certaines entreprises. Je trouve ça faire preuve un peu d'angélisme. Les politiciens, plus que les politiques, se saisissent finalement de ce pouvoir qu'on leur a donné, puis ils en font ce qu'ils veulent. Donc à ce niveau-là, moi je pense que la société civile a à se manifester en dehors des élections et à se faire entendre et à entrer en dialogue avec ceux qu'on a élus. Et je vous dis qu'il ne s'agit pas de leur taper sur la tête, mais il s'agit de leur dire, écoutez, voilà pourquoi on vous a élus, puis voilà nos besoins, voilà ce qu'on veut, voilà des pistes. Donc, c'est pas vrai que dans le mutisme, il pourra se passer les meilleures choses. C'est pas vrai qu'on est résigné. C'est pas vrai qu'il faut être résilié à cette vague d'austérité. Qu'est-ce qu'il reste à la société? C'est certainement la parole. C'est certainement la prise de position. On apprend que des gens perdent leur emploi en raison de politiques d'austérité. Ces gens-là viennent de subir un acte de violence extrêmement important qui ne va pas non seulement les affecter eux en tant qu'individus, mais toute leur famille et une partie de la collectivité. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre qu'on puisse ensuite affirmer qu'une manifestation qui bloque une rue pendant quelques heures constitue véritablement un acte de violence qui est comparable à celui-là. Et dans ce sens-là, si on arrive à un résultat qui fait en sorte que les décisions qu'ils prennent ne conviennent pas à nos choix, à nos valeurs sociétales, il est absolument nécessaire qu'on réagisse et qu'on se mobilise. Pour que personne ne nous ignore, crions! Pour que personne ne nous ignore, crions!